Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Invité politique ce soir dans Europe 1 Soir, le député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Thomas Porte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous dans Très cette bien. période difficile, oppressante? Je crois qu'elle est difficile pour beaucoup plus de Françaises et de Français que pour moi. Donc, Bien sûr, mais vous les représentez. oui, mais on est au travail justement pour avoir une débauchée politique qui réponde aux attentes des Françaises et des Français. Aujourd'hui, la situation est bloquée. On y en dira un mot. Je pense que le blocage vient d'Emmanuel Macron. Mais effectivement, il va falloir trouver une solution pour sortir de la crise politique et quelque part de la Ve République qui est à bout de souffle aujourd'hui. Est-ce que vous attendez encore quelque chose de François Bayrou qui va s'exprimer ce soir à la télévision? Moi, j'ai pas attendu grand-chose dès qu'il y a eu la nomination de François Bayrou. C'est le premier soutien d'Emmanuel Macron. François Bayrou s'est positionné en faveur de la réforme des retraites à 64 ans, qui est quand même aujourd'hui une ligne rouge. Il dit Pour la qu'il gauche. rouvre le dossier. Oui, il dit qu'il ouvre le dossier, mais nous, on ne demande pas une ouverture du dossier. On Vous demande que l'abrogez. le dossier soit mis au placard, que la réforme soit abrogée. Que va dire François Bayrou? Je n'en sais rien, mais on a vu que nos partenaires qui étaient allés aux discussions avec Emmanuel Macron, Vos partenaires, c'est-à-dire les socialistes, les Ouais. écologistes et les communistes, qui ont fait le choix d'avoir une stratégie différente, sont allés discuter avec le président de la République et le Premier ministre, sont sortis ce soir finalement en disant qu'il n'y avait pas d'accord possible avec des gens avec qui on ne partage aucune valeur. Il n'y a pas de raison de ne pas censurer, a dit Olivier C'est Faure. ce qu'a dit Olivier Faure. Et j'espère, et moi je suis convaincu que le nouveau Front Populaire se retrouvera sur soit la motion de censure, soit sur la question du vote de confiance, parce que on est passé un peu sous silence sur ce point-là. Mais historiquement, dans la Ve République, le ou la première ministre qui vient faire un discours de politique générale à l'Assemblée demande un vote de confiance. Depuis 2017 et depuis l'arrivée au pouvoir Mais d'Emmanuel il va Macron, y avoir ça. non, François Bayrou a dit qu'il ne ferait pas de vote de confiance. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pas de François vote de... Bayrou change d'avis. Oui, En écoutez, j'espère 40 ans de vie politique. J'espère on qu'il y l'a aura un vu. vote de confiance, parce que ça permettra de se placer soit du côté du gouvernement, soit dans l'opposition. Et s'il n'y a pas de vote de confiance, nous on déposera une motion de censure avec l'article 49.2. Et là aussi, ce sera un moment de vérité. On verra celles et ceux qui censurent le gouvernement et qui sont opposés à la politique qui va être menée par François Bayrou, qui est la continuité d'Emmanuel Macron, et celles et ceux qui soutiendront le gouvernement. Quand vous avez vu vos partenaires, comme vous dites, les socialistes, les écologistes, aller à cette réunion, qu'est-ce que vous leur dites? Vous dites c'était de toute façon pas la peine? Oui, c'était pas la peine. Et finalement, je constate qu'aux sorties des réunions, ils font le même constat que nous. C'est-à-dire, on nous parle de compromis, d'accords, d'accords de non-censure ou de gouvernement d'union nationale. Mais un compromis avec qui? Avec des gens qui ont perdu les élections? Un compromis avec des gens qui sont opposés? Encore une fois, à l'abrogation de la réforme des retraites, je donne un élément. Le MoDem a aujourd'hui un député qui s'appelle Philippe Vigier, qui est celui qui a déposé quasiment le plus d'amendements le jour de la niche parlementaire de la France Insoumise pour s'opposer à l'abrogation de la réforme des retraites. Donc on n'a aucun compromis à passer avec ces gens-là. Et je crois qu'il fallait respecter le résultat des élections législatives. Nous sommes arrivés en tête, certes avec une majorité relative, ça ne nous a pas échappé, mais l'ordre des choses fait qu'on aurait dû être nommé au gouvernement et aller discuter texte par texte, pas faire l'inverse. On fait pas de compromis avant sur la nomination du gouvernement, on le fait sur un gouvernement qui a gagné les élections et qui doit après aller se battre dans l'hémicycle. Olivier Faure a appelé donc à la censure, on l'a vu tout à l'heure quand il est sorti de Matignon. Est-ce que c'est le retour à la maison auquel appelait d'ailleurs Manon Aubry sur Europe 1? C'est surtout le respect du mandat qui nous a été confié par les électrices et les électeurs du nouveau Parce Front qu'on a Populaire. tellement dit ces derniers temps que le NFP était fracturé, que certains socialistes allaient peut-être rejoindre le fameux socle central. Est-ce que c'est aujourd'hui, ce soir, peut-être pour la première fois depuis plusieurs semaines, une façon de comprendre que, en tout cas, la gauche, celle d'Olivier Faure, parce que si après on s'amuse à décomposer dans le PS, peut-être qu'il y a aussi d'autres courants, mais en tout cas celle portée par Olivier Faure, c'est un retour quand même au NFP et donc avec le partenariat avec la France Insoumise. Je crois qu'il n'y a pas d'unité possible à gauche si c'est pas sur un programme de rupture. Et ça s'est fait aux élections législatives, ça s'est fait aux élections présidentielles autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui a fait 22%. Et ce qui rassemble aujourd'hui le peuple de gauche, c'est un programme de rupture avec les politiques menées par Emmanuel Macron. Et effectivement, le NFP existe toujours, il est toujours vivant, contrairement à toutes celles et ceux qui ont voulu le voir éclater, le voir inexistant. Il existe parce qu'il y a un désir d'unité dans le pays, mais qu'il y a un désir d'unité sur un programme. Et il y a des gens partout sur les marchés qui nous ont interpellés, qui m'ont interpellé, en disant qu'on avait raison de ne pas aller discuter avec Emmanuel Macron ou François Bayrou, parce qu'on savait déjà ce qui allait en sortir. Si c'est pour faire un tour de table et dire qu'on n'est pas d'accord, ça sert à quoi d'aller discuter avec ces gens-là? La censure ne fonctionne que si vous êtes plusieurs et le NFP est pour l'instant pas dans la capacité de faire une censure tout seul. Alors la dernière censure qui a marché, c'est avec le RN. Alors comment on fait, sachant que pour l'instant le RN et le NFP, corrigez-moi, c'est l'huile et l'eau. Donc normalement on s'entend pas, on se parle pas, et pourtant
on vote des censures ensemble. C'est effectivement des gens avec qui on ne partage aucune valeur et qui sont pour moi des ennemis politiques et que je les combats, j'ai aucun souci à assumer cela. La motion de censure, tout seul le NFP ne peut pas faire tomber le gouvernement. Nous, on la dépose parce que c'est l'arme politique à disposition constitutionnelle, à disposition d'une opposition pour contrer le 49-3, pour contrer le fait qu'il n'y ait pas de discours de confiance, de vote de confiance après le discours de politique générale. Après, libre à chacune et chacun de le voter. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne votera pas une motion de censure qui est déposée par l'extrême droite, qui dedans reprendrait des motifs identitaires, des motifs sur les questions migratoires, des motifs qui sont pour nous... Mais est-ce qu'il y a toujours ça dans une motion de censure du RN ? Une motion de censure, c'est un texte avec des objectifs politiques. Oui, je sais bien. Mais est-ce qu'il y a toujours ce genre... Systématiquement ? Il y a toujours des propositions qui sont pour nous indignes. Et encore une fois, on ne partage rien avec ces gens-là. Moi, j'ai assumé de dire que je ne voterai jamais une motion de censure déposée par le Rassemblement national. Mais est-ce que ça vous étonne que le Rassemblement national vote une censure ? Et d'ailleurs, sur la dernière, il y avait bien quelques textes qui ont été repris d'ailleurs dans la bouche de Michel Barnier lors d'une allocution télévisée, c'était un peu paradoxal parce que Marine Le Pen votait d'une certaine manière contre elle-même puisque vous dénonciez plusieurs choses justement du RN. D'abord, c'est la vie parlementaire que sur des textes, il y ait des votes communs de différents bancs. Et si on regarde dans le détail, quels sont les partis politiques qui votent le plus ensemble sur la dernière législature, celle avant la dissolution, c'est le Rassemblement national, LR, les macronistes qui votent le plus souvent ensemble. On a étudié les chiffres. Mais je voudrais pas qu'on oublie que le RN qui a voté la motion de censure nous a fait perdre 3 mois de temps. Nous avions déposé une motion... Vous comptiez sur le RN avant. Mais toutes celles et ceux qui se sont dit on est dans l'opposition, on est contre Emmanuel Macron, on veut le faire tomber, on est contre sa politique, lui ont donné 3 mois de sursis. C'est jamais aussi binaire, vous le savez très bien. Non, mais ces gens sont allés négocier jusqu'au bout. Avec François Bayrou, ils ont essayé de le sauver. François Bayrou a fait un discours lamentable à la télé pour dire député du RN, ne votez pas la censure, respectez vos électeurs, venez me sauver. C'est ça qui s'est passé. Jusqu'au dernier moment, Marine Le Pen a essayé d'éviter de voter la censure. De Michel Barnier, pardon. Oui. Donc jusqu'au dernier moment, il a essayé de sauver sa tête avec l'aide du Rassemblement national. Donc ces gens se sont opposés quasiment jusqu'au bout à la censure. Et nous, on avait déposé une motion de destitution. Marine Le Pen a bloqué la motion de destitution en conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour dire on ne s'attaque pas au chef de l'État. Voilà la réalité de l'extrême droite. Parce qu'elle est légitimiste de la Constitution et du mandat présidentiel. Et parce que peut-être le président de la République est accessoirement élu par l'ensemble des Français. Bien sûr, mais une motion de destitution, c'est un processus politique permis par les instances et les institutions de la Ve République. Ça existe. Et aujourd'hui, je constate quand même que Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise sont loin d'être les seuls à dire que le problème est Emmanuel Macron. Ça va largement au-delà de nos rangs. Un mot de Mayotte. Le président est sur place. Reconstruction, rebâtir Mayotte, mais aussi raccompagner, il l'a dit, 35 à 40 000 personnes à la frontière mahoraise tous les ans. Comment est-ce que vous réagissez ? Je crois qu'il y a une forme d'indignité à cibler ces personnes-là. D'indignité. Et ça s'inscrit dans les obsessions racistes du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a fait plusieurs sorties. Mais là, c'est le président qui parle. Ces derniers jours, oui, mais ça reprend cette focale-là comme si le problème, c'était la question migratoire à Mayotte. Le problème, c'est pas ça. Mais on est aujourd'hui quand même, je veux qu'on s'arrête sur ce qui se passe. C'est la plus grande catastrophe climatique depuis 90 ans. Je sais bien, mais c'est les élus de Mamoudzou, les élus mahorais qui demandent justement cela face aux Comores. Mais moi, je suis en désaccord avec ça. Mais ils sont sur place. C'est eux qui le demandent. Je suis en désaccord avec ça. Est-ce que ça va régler le problème ? Parce qu'on nous parle beaucoup, par exemple, de l'opération Wambouchou. On nous dit la France insoumise s'est opposée à l'opération Wambouchou. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui, qui avait été menée par Gérald Darmanin. C'est à cause de vous aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont morts, par exemple, sous l'habitat qui est imparfait avec des tôles. D'abord, l'opération Wambouchou, elle a eu lieu. Nous, on était opposés à ça, mais elle s'est quand même déroulée. Est-ce que ça a empêché aujourd'hui d'avoir des dizaines, des centaines de milliers de morts ? Non, parce que on parle aujourd'hui de plusieurs milliers de morts. C'est ce qui va se passer. J'écoutais une collègue députée qui était sur place tout à l'heure, qui racontait les corps amputés fraction, l'impact. Mais vous savez, quand vous avez des gens qui habitent aujourd'hui aux Comores et qui voient qu'à Mayotte, on est 8 fois le produit par habitant est 8 fois supérieur à celui des habitants des Comores. Vous pouvez dresser les barbelés que vous voulez, les murs, fermer les frontières. Vous allez faire quoi ? Jeter les gens à la mer ? Les gens cherchent à vivre dignement. Donc il y a une question de l'accueil. Comment on accueille ces gens ? Qu'est-ce que vous dites aux élus mahorais qui veulent justement moins d'immigration sur l'île de Mayotte ? Mais je crois qu'il faut d'abord plus de moyens de l'État. Aujourd'hui, Mayotte est le département le plus pauvre de France. Et pourtant, l'État, par habitant, investit 200 € de moins que sur chaque autre département français. Donc il faut plus de moyens. Quand nous, on est bien sûr favorable à ce qu'on détruise les bidonvilles, mais pour proposer des solutions de relogement. Et puis il y a une question d'anticipation, parce qu'on est sur un cyclone
qui n'est pas venue de nulle part. C'est la question du réchauffement climatique. C'est la question de la préparation. Emmanuel Macron avait promis une loi en 2018 sur la question des risques et des catastrophes naturelles en Outre-mer. Elle n'est jamais venue. Il a dissous... Pour ça, il faut des moyens. On n'arrive même pas à voter un budget. Comment est-ce que vous voulez faire une réforme structurelle? Il a dissous ce qu'on appelle la délégation interministérielle au risque d'Outre-mer. Ils ont saboté notre commission d'enquête avec Jean-Philippe Nilor. Donc tout ça nécessite des moyens et de l'argent. Et je crois que quand on est aux affaires et qu'on gouverne, c'est aussi se préparer, anticiper les futures crises climatiques. Il va y en avoir, les experts le disent et alertent. Donc demain, comment on crée les conditions qu'on n'ait pas des gens qui soient aujourd'hui entièrement décédés? Et je veux juste dire un mot sur la situation des enfants, si vous me permettez, parce que... En 10 secondes. Oui, la moitié des habitants de Mayotte sont des enfants. Ouais. Et moi, je demande à ce que le gouvernement réponde à l'appel de l'UNICEF qui a demandé à pouvoir venir sur place pour aider les enfants. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci à vous. Thomas Porte d'avoir été avec nous 19h27. La suite de l'actualité dans une poignée de secondes. À tout de suite.